Ce train brésilien, le Madeira Mamoré, est à 22 heures d'Europe ou d'Amérique du Nord. 13 heures pour atteindre Rio de Janeiro. De là, 2 heures pour franchir les 1000 km qui nous séparent de Brasilia. Quatre heures de plus pour atteindre Manaus, métropole de la belle époque amazonienne. Et la belle époque, ici aussi, c'était 1900. Aujourd'hui, nous sommes les seuls passagers en provenance du vieux continent. Les derniers Européens peut-être attirés par la voie ferrée Madeira-Mamoré. Au début du siècle, c'est par milliers qu'ils débarquaient à Manaus, après 30 jours de voyage. Un jour de 1907, 600 Allemands firent une brève escale ici, avant de continuer leur route vers les chantiers de construction de la voie ferrée Madeira-Mamoré. Ils ne se doutaient pas que 3 mois plus tard, la moitié d'entre eux seraient morts, qu'un an après, il n'y aurait aucun survivant pour retourner en Allemagne raconter leur triste aventure. Les trompettes de la renommée proclament que, dans le même temps, les plus grands artistes du monde ont touché ces rives pour se faire applaudir dans cette ville où l'on distribuait les diamants en pourboire. Mais cela, c'est la légende. Ni la Pavlova, ni Sarah Bernard, ni la Scala de Milan ne gravirent ces escaliers. Il est vrai cependant que Manaus était alors une ville très riche. Ce fut la première ville d'Amérique du Sud à posséder un tramway électrique, dont les rails aujourd'hui entravent la circulation. Un zouave et un légionnaire offerts par la France montaient et montent toujours la garde devant l'hôtel de police, où se répète le concert que l'on donnera au kiosque à musique. L'opéra rivalisait en faste avec ceux d'Europe. À la source de cette richesse de Manaus, cette ascension de Manaus, il y avait le caoutchouc. Il y avait les seringueiros. Ces collecteurs de latex, une lampe à pétrole sur la tête, s'engageaient avant l'aube dans la pénombre de la forêt pour saigner les arbres qui poussaient là à l'état sauvage. Là et nulle part ailleurs au monde. Aussi, la sécrétion de l'arbre appelé Hevea brasiliensis était-elle un monopole amazonien, monopole que Manaus tenait à conserver. Une loi interdisait même l'exportation des graines d'Hevea. Au début de l'âge de l'automobile, qui est aussi l'âge du pneumatique, chaque goutte de latex était une goutte d'or. Une goutte d'or vert dont les spéculateurs de Manaus savaient faire monter les cours. La seule voie permettant l'exportation du caoutchouc était l'énorme réseau nerveux de l'Amazone et de ses affluents, dont un des principaux, le Madeira, gonflé du Mamoré, arrose sur 3000 km non seulement le Brésil, mais aussi la Bolivie, dont il est le seul débouché vers l'Atlantique. Mais sur 350 km, ces fleuves comptent 20 rapides, qui rendent la navigation impossible à toute autre embarcation que les pirogues. Aussi, cette région restait-elle terre d'élection des seuls Indiens, jusqu'à ce que dans les années 1860, des missions vinrent étudier la possibilité de domestiquer le fleuve. On pensa d'abord le canaliser, projet naturellement irréalisable. Alors, des Américains étudièrent une autre solution, la voie ferrée. Après un an d'efforts, il devait déclarer « Avec tout le capital du monde et la moitié de sa main-d'œuvre, il serait impossible de construire une voie à travers cette jungle sauvage. » C'était en 1872. Pendant 40 ans encore, Louis Rupuru put lancer ses trilles sans voir passer les cargaisons de caoutchouc bolivien. À notre tour, nous remontons le Madeira. Notre but, Porto Velho, à 800 km de Manaus. 800 km sur un océan de forêt, sans route, sans piste, sans village. Au début du siècle, simple clairière, puis point de départ de la plus meurtrière aventure ferroviaire,
Porto Velho est aujourd'hui la 3e ville d'Amazonie. Voilà la gare. Il n'en part que 2 trains de voyageurs par semaine. Nous avons le temps de flâner. Par contre, Monseigneur Juan Batista Costa, premier évêque de Porto Velho, est trop occupé pour nous montrer lui-même les vestiges du passé. Mais il nous en a raconté l'histoire dite du train du diable. Voici le vestige le plus vénérable, une locomotive Baldwin. Elle fut baptisée du nom du promoteur de la voie, Colonel Church. Elle fut amenée en Amazonie pour le compte des entrepreneurs américains qui, en 1874, voulurent aussi tenter leur chance sur la voie ferrée. Il fallait construire 360 km. 2 ans plus tard, la locomotive ne pouvait circuler que sur 8 km. Et pour ce résultat, 33% des ouvriers étaient morts. Les Américains, qui aiment les chiffres, calculèrent que ce taux de mortalité était supérieur à celui de la guerre de sécession. Les travaux furent abandonnés, ainsi que la locomotive qui, pendant 30 ans, servira de four de boulanger. Mais l'année même où cette locomotive arrivait en Amazonie, un Anglais, Henry Wickham, faisait charger clandestinement un petit cargo britannique qui avait remonté l'Amazone. Les sacs ne contenaient pas comme ceux-ci des noix du Brésil, mais des graines d'EVA destinées à un botaniste de Londres. C'étaient les premières graines à pouvoir quitter le Brésil frauduleusement. Personne ne se doutait alors qu'avec ces sacs s'enfuyait la fortune de l'Amazonie. C'était en 1874. En 1907, la voie ferrée est à nouveau à l'ordre du jour. À la suite d'un conflit avec la Bolivie, le Brésil s'est engagé par traité à poser les rails qui doubleront les rapides. À cette fin, une nouvelle compagnie américaine s'installa dans la clairière de Porto Velho. Des financiers vinrent visiter les lieux. Des géomètres et des ingénieurs vinrent s'y installer. Les ouvriers d'Europe centrale, d'Allemagne, d'Italie, du Japon vinrent y camper dans des huttes qui suivaient la progression des travaux. Ces hommes devaient travailler dans les pires conditions, sous une chaleur torride, dans des tourbillons de moustiques, avec de l'eau jusqu'aux genoux, de l'eau jusqu'à la taille. Dans les marécages, ils posaient des fascines destinées à supporter la voie, une voie qui disparaissait sous les eaux à la saison des pluies. Dans la forêt, il fallait abattre des arbres géants et élever des remblais qu'emportaient des glissements de terrain, comme la maladie emportait les travailleurs. Il ne reste rien de cet hôpital. Sur son emplacement se dresse aujourd'hui une fondation qui reçoit les enfants de lépreux. Ici, dans les 4 années 1908-1911, furent hospitalisés des milliers de malades atteints de beriberi, de dysenterie amibienne, de malaria ou de fièvre jaune. Derrière l'hôpital s'étendait le cimetière que l'on avait gagné sur la forêt et que la forêt a regagné. On a perdu la comptabilité des morts et les tombes elles-mêmes ont été englouties par la végétation. Quelques-unes subsistent, peut-être celle de ces 2 hommes fusillés pour avoir enfreint l'interdiction formelle de ne pas boire d'eau non bouillie, ou celle d'une jeune infirmière suisse morte ici à 23 ans, Lydia Xavier. Malgré la forêt, malgré les pluies, malgré la maladie, les travaux touchèrent à leur fin. Et les personnalités officielles vinrent de Rio et de New York inaugurer la voie de Porto Velho à Guajará-Mirim. C'est sur cette voie que ce lundi, au petit jour, va s'élancer le train de l'Estrada de Ferro Madeira Mamor. Il est 7 heures. Il nous faudra 2 jours pour parcourir les 366 km. Et comme le train ne roule pas de nuit, ce soir, nous devrons faire étape au kilomètre 220. 10 arrêts obligatoires. On ne compte pas les arrêts imprévus. Vitesse moyenne, 20 km/h.
Peu de signalisation le long de la voie. Le mouvement des trains est réglé par téléphone. Alô, seu Xavier? Alô, seu Xavier? Alô, pra cima. À San Antonio, la voie surplombe la première des 20 chutes qui entravent le cours du Madeira, la Cachoeira de Teoteon. Naturellement, les locomotives de la Madeira Mamoré ne consomment pas d'autre combustible que celui offert par la forêt. D'ailleurs, Madeira signifie bois en portugais. Il y a 50 ans, la forêt bordait les rails. Aujourd'hui, elle a reculé sous les coups des bûcherons qui travaillent pour la compagnie. Parmi les légendes qui circulent le long de la voie, l'une veut que sous chaque traverse repose un cadavre. Précisons que 549 000 traverses furent posées et que le total des travailleurs ne dépassa pas 21 717. Paradoxalement, ces traverses étaient d'eucalyptus d'Australie et de pin d'Oregon. Lors de la construction, abattre et débiter les arbres géants de la forêt demandait de trop gros efforts aux travailleurs minés par les fiers. Aujourd'hui, un progrès, il y a autant d'écoles que de gares. Falou, dona Lúcia. Ponto final. Primeiro, você não mentiu. Ponto final. Devemos sempre responder. À midi, arrêt buffet en gare de Jaci-Paraná. Un buffet en plein air où les femmes du village viennent faire étalage de leur art culinaire. Il n'y a pas de guichet dans les gares. D'ailleurs, il n'y a pas toujours de gare. C'est le contrôleur qui vend les billets tout au long du parcours. Le prix du voyage en deuxième classe est de 2190 cruzeiros, soit au cours du jour 4 francs 50. Pour un caboclo, petit paysan de la brousse, cela équivaut à plusieurs journées de travail. Cependant, les dépenses de la compagnie sont 7 fois plus élevées que les recettes. Aussi n'est-il pas question de renouveler les locomotives et n'est-il pas rare qu'un incident vienne rompre la monotonie du voyage à travers la forêt. Cette fois-ci, ce n'est pas grave. Ce n'est qu'une valve qui vient de sauter et le mécanicien a l'habitude des réparations en rascampage.
Il n'y a pas de retard possible sur cette ligne. Seule l'heure du départ est rigoureuse. Et si elle est très matinale, c'est justement pour donner au train le maximum de chances d'arriver avant la nuit à Abouna, une gare de bois qui devait avoir fière allure il y a 50 ans. Étrange village que ne traverse aucune route, relié au reste du monde par la seule voie ferrée où l'on joue au dé pour gagner des grains de maïs. Cet hôtel, il y a un demi-siècle, s'appelait Abouna Palace. Derrière, c'est le Mamoré et la Bolivie. Il est 7 heures. Le train doit franchir encore 120 km, emportant les hôtes d'une nuit de Dona Joana. Les casiers réservés au courrier postal sont abandonnés. Il est plus sûr de mettre les lettres dans le coffre-fort. En gare de Periquitos se rassemble le matériel qui condamne la voie. Le train lui-même a acheminé les machines destinées à ouvrir une route reliant cette région oubliée au reste du Brésil. Les premiers trains devaient être protégés par des volets contre les flèches des Indiens. Jusqu'en 1955, on dut dresser des croix en bordure de la voie. Des croix sur les tombes de caboclos transpercées de flèches par des Indiens bravos descendus de la Sierra dos Pacas Novos. Le service de protection des Indiens, créé par le maréchal Rondon, a réussi à établir le contact avec les tribus errantes et la petite station de Ribeirão dessert un village créé dans le but de les fixer. Le chef de gare lui-même est indien. Allô? Allô, Antônio? Allô, Antônio? Cadê o horário, Antônio? Allô? Allô, Antônio? Alô, Antônio, a turma 3 da administração está aqui, Antônio. Vamos trabalhando, Antônio. Près de Notre Seigneur, le portrait de Rondon. Tout un chargement de borraches, ces boules de caoutchouc, attend que notre train soit en gare de Vila Murtinho pour descendre vers Porto Velho. Vila Murtinho, nouvel arrêt du train. Il n'est pas de plat que le caboclo puisse goûter sans l'avoir largement assaisonné de farine de manioc. Si cette voie ferrée doit disparaître, son histoire, elle, est entrée dans la légende. Et au Brésil, la légende devient chanson. Você precisa ver para saber como é que anda o trem na madeira Mamoré. Você precisa
do Brasil, de Porto Velho até Guajará-Mirim. Quanto progresso conduziu aquele trem. Hoje em regresso vai chegando ao triste fim. Você precisa ver para saber como é. Tirando o trem na madeira, Mamoré. Você precisa ver para saber como é. Tirando o trem na madeira, Mamoré. Tirando o trem na madeira, Mamoré. Tirando o trem na madeira. Il est 16 heures, c'est le terme du voyage. C'est le terminus de la voie. C'est là que le 12 août 1912 arriva le premier train de la Madeira Mamoré Railway Company. Il arrivait trop tard. Les 40 ans nécessaires à l'aboutissement du projet ferroviaire avaient suffi pour que les quelques graines d'EVA sorties clandestinement d'Amazonie fructifient en Asie. En 1912, l'Amazonie livrait 37 000 tonnes de latex. L'Asie, 50 000. Le cours du caoutchouc s'effondrait. C'était le crack. Jamais la voie ne put être bénéficiaire. Administrée successivement par les constructeurs américains, par le gouvernement local, puis fédéral, puis par le ministre des Transports, depuis mai 1966, elle est gérée par l'armée. Récemment implanté dans cette contrée oubliée, le 5e bataillon du génie fait avancer à travers la forêt une route qui reliera directement Porto Velho et Guajará-Mirim aux centres vitaux du pays. Le gouvernement de Brasilia espère que, grâce à la présence des militaires, ces territoires prendront un nouvel essor. Le soldat brésilien saura-t-il devenir, sinon, le soldat laboureur qui fit la gloire de Rome, du moins le soldat défricheur? L'avenir le dira. Mais dès que la route sera ouverte, avant 1970, pense-t-on, la voie ferrée, elle, sera fermée. Dans l'Amazonie de demain, le train du diable sera devenu le train de l'inutile.